Alors, on s'est arrêté la fois passée dans ce diapo. Voilà. On a déjà expliqué ce diapo. C'est concernant la sécurité relative des systèmes répartis. Donc, parmi les concepts des systèmes répartis, c'est la sécurité qu'on doit prendre en considération. Mais reste toujours une sécurité relative. Hein, parce que c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une architecture répartie, plusieurs parties de l'information sont réparties et l'accès à ces données, c'est-à-dire c'est difficile c'est-à-dire à mettre euh, à protéger ces données. Hein. C'est-à-dire c'est facile, c'est pas vraiment c'est facile, mais toujours il y a les problèmes d'intelligence, il y a les problèmes d'accès à l'information non autorisée, etc. Mais toujours, quand on programme une application distribuée, donc il faut prendre en considération la sécurité de cette application, bien de ce système. Malgré que, bien sûr, la sécurité, c'est une tâche partagée à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, nous, bien vous, en tant que concepteur d'application, hein, c'est vous qui doit, bien sûr, c'est-à-dire concevoir l'application et peut-être réaliser et développer l'application via le système. Vous allez déployer l'application sur une architecture distribuée, c'est-à-dire un réseau et donc, tout le monde doit prendre en considération la sécurité, vous en tant que partie application et système, et les responsables des réseaux doivent aussi prendre en considération la sécurité de l'architecture réseau. C'est-à-dire que c'est une architecture, c'est une tâche partagée à plusieurs niveaux. Voilà. Il faut pas, quand vous programmez une application, c'est-à-dire laisser des failles, c'est-à-dire au niveau de votre programme, pour que, c'est-à-dire l'attaquant puisse accéder à travers, par exemple, l'interface qui permet à accéder à ce système. Voilà. Il faut bien sûr, comme par exemple les, euh, les, euh, les SQL injection, par exemple, si vous avez développé une application qui utilise, par exemple, une base de données, il faut bien sûr protéger ce système contre les attaques, ce qu'on appelle les SQL injection. Voilà. C'est-à-dire, en utilisant comment dirais-je, on utilise par exemple des requêtes SQL, on peut injecter des données, par exemple. Voilà. Il faut bien sûr, c'est des attaques très connues. Donc, il faut bien sûr, quand on développe une application, il faut éviter ce genre mais c'est toujours reste une architecture relative vu l'environnement. L'environnement qui est distribué, donc il est vraiment difficile à garantir la sécurité à 100%. Voilà, on a déjà expliqué cette partie la dernière fois. On va continuer aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on, on va, on va résumer les avantages de ce système réparti. Voilà. Donc, le système réparti, ça euh, donne plusieurs avantages. Parmi ces avantages, par exemple, le partage et la mise à disposition. Le fait qu'on programme une application bien, un système réparti, c'est-à-dire il est facile à partager ce système avec plusieurs utilisateurs. Partager la mise à la disposition de plusieurs utilisateurs. Voilà, c'est parmi les premiers avantages. Répartition géographique. Voilà. Et le fait que le système il est réparti, donc on peut concevoir une application répartie, c'est-à-dire géographiquement, comme l'exemple par exemple, système de réservation d'hôtel, pardon, réparti en plusieurs pays, compagnies et agences. Voilà. Comme le système bancaire, la même chose, donc avec plusieurs agences régionalement, donc euh, c'est-à-dire réparties sur plusieurs régions. Aussi, parmi les avantages de cette répartition, bien de ce système réparti, c'est la puissance du calcul.
quand on dit répartir un système, c'est-à-dire les accès peuvent se faire d'une manière conquérante à l'information de ce système. Et donc, les requêtes envoyées par les utilisateurs peuvent être traitées sur plusieurs nœuds en parallèle, ce qui, bien sûr, augmente la puissance de calcul. Hein, se fait d'une manière parallèle, et donc les nœuds peuvent, c'est-à-dire calculer d'une manière rapide et traiter d'une manière rapide les requêtes des utilisateurs, ce qui nous permet de gagner en termes de puissance de calcul. La disponibilité, bien, c'est clair quand on dit la disponibilité, parce que grâce à ce système réparti, grâce à ce système réparti, vous avez, vous pouvez répliquer donc plusieurs copies du système, hein, pour garantir la disponibilité du service. Si par exemple un serveur ou bien un système, une partie du système tombe en panne, toujours cette partie, il existe quelque part. Et donc, c'est transparence, se fait d'une manière transparente d'une manière transparente, pardon, par rapport à l'utilisateur. L'utilisateur accède à un service, mais indépendamment de sa localisation. C'est-à-dire, moi, je demande un service à travers une interface et après, le serveur peut-être se trouve à Alger ou bien se trouve à Oran, ou bien à Constantine. Je ne sais pas. Est-ce que je suis en train de servir par le serveur centre ou bien le serveur est ou ouest? Je ne sais pas. Peut-être je suis actuellement au centre à Alger, donc automatiquement, le serveur qui va prendre en charge ma requête, c'est le serveur du centre. Mais si jamais ce serveur tombe en panne, il y a les deux autres serveurs. Voilà, le basculement se fait d'une manière automatique et donc c'est transparent pour moi. Pour moi, le serveur le service est disponible uniquement. Voilà. La flexibilité, la flexibilité parce que, c'est-à-dire en termes d'opération, ajouter, supprimer, ajouter un nœud, ajouter une fonctionnalité, c'est facile quand les choses sont distribuées. Voilà, c'est-à-dire quand les choses sont distribuées, euh, flexibles en termes de la mise à l'échelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un seul serveur. Si jamais on voudrait installer un autre serveur pour répondre aux besoins, c'est-à-dire des utilisateurs, parce qu'il y a un nombre élevé des utilisateurs, donc c'est facile, on va installer un autre service, on va déployer notre système sur le serveur, pardon, et juste c'est une synchronisation et c'est bon, parce que l'architecture au début, c'est une architecture répartie. Voilà. Voilà, donc c'est flexible. C'est flexible. Maintenant, on va passer au principe de conception. C'est-à-dire, euh, quels sont les principes de conception quand on voudrait concevoir un système réparti. Hein? Un système, une application répartie. C'est-à-dire, quels sont les principes de cette conception? Donc, la conception ou bien les principes de conception des systèmes répartis doivent prendre en considération la transparence de plusieurs choses. Ah, la transparence de plusieurs choses. Voilà. Quand vous voyez c'est-à-dire dans ce diapo, voilà, il faut que le système que vous allez concevoir doit prendre en considération la transparence de l'accès. On va expliquer après. L'accès, c'est-à-dire l'accès doit se faire d'une manière transparente. La localisation, c'est-à-dire l'accès au système est à peu près indépendamment de sa localisation. C'est-à-dire la localisation du système est transparence, c'est-à-dire pour l'utilisateur. Et moi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans le diapo précédent, c'est-à-dire moi, je fais un accès, je fais une demande, j'envoie une requête, voilà, à un service. Pour moi, le service se trouve colocalisé, c'est-à-dire dans la même région, bien se trouve sur une autre région, c'est transparent pour moi.
L'essentiel pour moi, c'est que le service est disponible. Le partage. Le fait que partager un service ou bien une information sur- dans ce système distribué doit toujours se faire d'une manière transparente. Voilà. D'accord? Toujours d'une manière transparente. Voilà, pour séparer, quand on dit partage, bien sûr, pour séparer les autorisations d'accès, etc. Un peut accéder en contrôle total, l'autre il accède en lecteur seul, l'autre il accède en écriture, par exemple, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par transparence? Pour moi, c'est clair, la transparence, c'est-à-dire l'utilisateur ne doit pas, c'est-à-dire euh, connaître exactement l'emploi, par exemple l'emplacement. Je vous donne le cas de localisation. C'est-à-dire l'utilisateur ne doit pas choisir la localisation du système. Voilà, je vous donne l'exemple de peut-être un exemple de développement d'une application distribuée. Vous allez développer par exemple une application distribuée, un jeu par exemple, un jeu distribué, l'accès se fait à travers Internet, etc. Est-ce que vous devez, quand vous voulez développer ce jeu par exemple, euh, vous devez obligatoirement donner à l'utilisateur, c'est-à-dire le droit, ou bien l'utilisateur doit obligatoirement sélectionner l'emplacement, le serveur ou bien sur lequel le serveur est hébergé, le jeu est hébergé. Non. D'accord? Peut-être le serveur se trouve un peu partout dans le cloud. Voilà. Et dans ce cas, l'utilisateur il trouve un lien vers le jeu, vers votre application. Il manipule l'application. Voilà. Et après, l'infrastructure. Voilà. L'infrastructure, c'est autre chose. C'est-à-dire, mais vous, quand vous développez l'application, c'est-à-dire, doit cacher, voilà, la localisation par rapport à l'utilisateur. L'utilisateur ne doit pas lier à la localisation. D'accord? L'accès entre est transparent. C'est-à-dire que ça veut dire un accès transparent. C'est-à-dire l'utilisateur, s'il a le droit de contrôle total, il aura directement le contrôle total. C'est-à-dire il doit pas obligatoirement choisir le contrôle total, ou bien la lecture seule, ou bien l'écriture, etc. C'est se fait d'une manière transparente. Celui qui a le droit d'accéder en contrôle total, c'est bon. Ça veut dire, si je suis un administrateur, donc, c'est-à-dire, je suis un administrateur, l'accès ne lié pas c'est-à-dire, à l'utilisateur, à l'identificateur de l'utilisateur. C'est-à-dire, il faut utiliser un système de nommage qui masque l'identité de l'utilisateur. S'il est administrateur, donc, il aura l'accès total. Si, par exemple, il a un autre privilège, donc il va accéder en tant qu'un autre utilisateur, une autre catégorie des utilisateurs. C'est ça la transparence. C'est ça la transparence. Voilà. Et il y a aussi, bon, la réplication. La réplication, la même chose. C'est-à-dire, vous avez, pour garantir la disponibilité, hein, parce que, pourquoi je vous ai dit ça? C'est des principes, c'est-à-dire en général, pour concevoir un système réparti, c'est obligatoirement, on doit passer par ça parce que la programmation réseau, voilà, quand on programme en réseau, on doit prendre en considération l'architecture. Voilà. Et, et aussi, on doit fixer au début les objectifs de ce système. Et généralement, quand on utilise un système à grande échelle, on doit prendre en considération la disponibilité, etc. Quand on dit, donc, il y aura un partage, il y aura la localisation, il y aura les accès. Il y aura aussi la disponibilité. La disponibilité, quand on dit la disponibilité, c'est la réplication. La réplication hardware, c'est-à-dire, si vous avez un seul serveur, peut-être qu'il faut utiliser un deuxième. Voilà. Bon, peut-être pour vous,
cette partie, c'est transparent. Mais il faut toujours, si vous avez un système, vous avez développé un système réparti, une application réseau par exemple à grande échelle, et vous voulez rendre ce système disponible aux utilisateurs d'Internet, il faut bien sûr choisir votre hébergeur. Et quand vous devez choisir votre hébergeur, vous devez bien sûr exiger à votre hébergeur que, c'est-à-dire garantir la disponibilité de notre système. C'est ça. Généralement, dans le cloud actuellement, c'est-à-dire la, la, la réplication est prendre en considération. Alors, voilà. Donc, je vais héberger mon système chez vous, OK? Mais il faut me donner, par exemple, une garantie que, c'est-à-dire, le service reste toujours disponible. En cas de problème, toujours, voilà, automatiquement, il va vous dire que on a garanti ça grâce à la réplication, c'est-à-dire, on a installé plusieurs services, etc. La réplication maintenant, la réplication se fait en termes de conception, c'est-à-dire si vous voulez développer un système de réplication, c'est-à-dire votre système sera utilisé comme un service pour les autres applications. C'est-à-dire moi j'ai une application à déployer, est-ce que c'est moi qui dois créer plusieurs copies de cette application? Non, il y a un système qui prend en charge ça. Peut-être vous que vous allez développer ce système de réplication, c'est-à-dire celui, voilà, qui prend en entrée, voilà, je voudrais répliquer cette partie, ou bien cette information, ou bien cette application. Voilà, en entrée et en sortie, voilà, il va répliquer cette information sur plusieurs endroits physiquement séparés, bien sûr. Et bien sûr, ce système, il ne réplique pas uniquement les données, mais c'est-à-dire il prend en considération la synchronisation entre les copies et aussi l'accès à ces données. Automatiquement, si une partie tombe, automatiquement, les demandes d'accès des utilisateurs vont être relayées hein, vers les autres copies disponibles. C'est ça le système complet de réplication. Et ce système, automatiquement, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la tolérance aux pannes. Il est toujours ce système utilisé pour, c'est-à-dire régler le problème des pannes. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de transparence de panne. Même si un serveur tombe en panne, pour moi, en tant qu'utilisateur, c'est transparent. On ne sait même pas qu'il y a un problème au niveau de l'application. Parce que toujours il y a une copie qui fonctionne. Voilà, c'est ça la transparence de panne. Aussi, il y en a aussi la migration, la transparence de la migration. La migration, quand on voudrait par exemple migrer un serveur vers une application vers un autre service, un autre serveur. Migrer un serveur à une application. Hein. Donc la migration se fait bien sûr d'une manière transparente. Pardon? Donc, si vous avez remarqué que le nombre des utilisateurs augmente qui demandent ce service et le serveur sur lequel l'application est hébergée ne supporte pas, hein, si on va continuer comme ça, automatiquement, c'est-à-dire le serveur va bugger. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va migrer le serveur, bien le service, vers un autre serveur de bonne performance. L'opération de migration doit se faire de manière transparente pour l'utilisateur. C'est-à-dire, on ne va pas bloquer les utilisateurs pendant une journée, bien une semaine, car voilà, désolé, voilà, grâce à une opération de maintenance, le service ne sera pas accessible pendant une semaine. Non, il faut que les utilisateurs continuent et le service a accédé au service. Et le serveur et le service doit toujours être disponible malgré que cette opération de migration. Voilà, c'est pour ça. Et toujours ça dans vous pouvez développer ce genre d'application aussi. La transparence de charge. Quand on dit la transparence de charge, c'est-à-dire toujours le load balancing. Le load balancing, c'est le partage de charges
Là, vous avez par exemple une base de données. Il faut que cette base de données doit être répliquée et les accès doivent être partagés entre les différents réplicants. La transparence d'échelle. Voilà. L'échelle, c'est-à-dire quand vous ajoutez un module à votre application, se fait d'une manière transparente pour l'utilisateur. Le service toujours doit être continué. Voilà, doit être toujours disponible. Soit un module à ajouter, soit une feature, soit peut-être vous avez développé une nouvelle fonctionnalité, soit vous avez créé un nouveau nœud dans votre architecture logicielle. Hein, vous avez créé carrément un nouveau nœud. Soit vous avez peut-être euh, répliqué aussi une partie de votre système sur une autre région. Donc, tout ça se fait d'une manière transparente. C'est-à-dire, on est en train de travailler sur l'échelle hein, pour agrandir notre système. Et ça se fait d'une manière application. Et parmi les propriétés et les concepts des systèmes répartis, le système réparti permet la mise à l'échelle d'une manière rapide. Voilà, on a déjà expliqué ça. Maintenant, on va détailler voilà, tous ces points, point par point, rapidement, voilà, pour bien comprendre c'est-à-dire les différents points. Maintenant, pour l'accès transparent. L'accès transparent, c'est-à-dire doit se faire à travers peut-être une interface. Voilà, toujours vous développez une interface utilisée par l'utilisateur pour accéder à votre application, à la ressource. Et donc, l'interface doit cacher ce qu'on appelle donc c'est-à-dire l'emplacement, voilà, l'emplacement, et bien sûr euh, l'emplacement, c'est-à-dire la distance, etc. J'ai une interface, je demande un service, une application par exemple. Ça, c'est bon, j'ai une interface. Le reste, c'est transparent. Voilà, c'est ça. L'accès se fait d'une manière transparente. Alors, il faut peut-être utiliser aussi peut-être plusieurs syntaxes quand vous devez demander un accès. C'est peut-être pour différencier les différentes peut-être droits d'accès. Voilà. Et généralement, l'accès à la ressource est souvent généralement difficile parce que c'est tout dépend de l'utilisateur. Tout dépend de l'utilisateur. Et quand on dit tout dépend de l'utilisateur, c'est-à-dire tout dépend de l'identité de l'utilisateur. Parce que les droits d'accès se fait selon l'identificateur de l'utilisateur. Voilà. C'est un administrateur. Donc, voilà les droits d'accès de cet administrateur. C'est un utilisateur simple. Voilà. Donc, c'est les différentes catégories d'accès à cette ressource. Donc, il faut rendre d'une manière, c'est-à-dire le maximum possible l'accès à cette ressource, bien l'accès à l'information, bien l'accès au système, transparent le maximum possible. Exemple, l'accès à un fichier local ou distant grâce à la transparence obtenue par l'utilisation de ce qu'on appelle le système NFS. NFS, donc Network File System, hein, c'est un système. Ce système, voilà, rendre l'accès aux fichiers c'est-à-dire transparent. C'est-à-dire on s'en fiche. Est-ce que le fichier se trouve sur la machine A ou bien la machine B? Voilà. Nous, on réalise un accès, on fait une demande et le reste, c'est transparent. Voilà. Et le reste, c'est transparent. Voilà. Généralement, par exemple, je vous donne un exemple. Quand on utilise un, un système, ce qu'on appelle un nom-domaine, l'accès à la ressource. Sauf au lieu d'accéder à une ressource en utilisant l'adresse IP de la machine, on va utiliser un nom grâce à son nom de domaine. Au lieu, par exemple, au lieu d'accéder à choisir l'adresse IP de Google, on va utiliser google.com, www.google.com entrée. Voilà. Donc, parce qu'il y a un système, voilà, qui fait la correspondance entre le nom de domaine choisi, c'est google.com,
et le serveur sur lequel exactement le nom de domaine est hébergé. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas toujours lier à la machine sur lequel il se trouve Google. Et toujours, il y a plusieurs serveurs Google dans le monde. Donc, il y a un autre système qui va rediriger la requête vers le meilleur serveur par rapport à l'emplacement de l'utilisateur et par rapport aussi à la charge, c'est-à-dire des actuels supportés par les serveurs. Aussi, on utilise par exemple l'accès à l'interface d'un objet distribué. On verra après quand on programme, voilà, même dans le TP, c'est-à-dire on ne fait pas uniquement l'accès à une information. Et parfois, on demande un accès à un objet, ce qu'on appelle les méthodes distantes. Un objet, vous avez, je pense que vous avez quand même des notions sur la programmation, vous avez déjà programmé bien sûr. Dans le Java, vous avez par exemple un objet Java programmé. Vous voulez rendre cet objet distribué. Une méthode distribuée. Je pense qu'on a déjà expliqué ça la fois passée. Vous avez une fonction programmée sous forme d'un objet et vous voulez que cet objet est partagé avec plusieurs utilisateurs. Voilà. C'est-à-dire, euh, déjà, l'utilisateur envoie uniquement les paramètres d'entrée et l'objet sera exécuté à distance et on voit le résultat. C'est ça l'accès transparent d'une manière générale dans les systèmes. Pour la localisation, comme je vous ai expliqué déjà, la localisation, c'est-à-dire il faut masquer la localisation par rapport aux utilisateurs. Toujours, il faut masquer l'emplacement du système. Voilà. Dans l'architecture distribuée, il faut masquer l'emplacement. Il faut que l'utilisateur accède à travers un lien, par exemple, et c'est bon. Le reste, c'est transparent. Le reste, c'est transparent. Et donc, la désignation de la ressource est indépendante de la localisation de cette ressource. Bien sûr, nécessite par exemple un service de nommage global. Voilà, comme je vous ai expliqué, pour rendre l'emplacement aussi, la localisation cachée comme l'accès transparent, il faut utiliser, au lieu d'utiliser, c'est-à-dire un accès qui est lié à l'emplacement, il faut utiliser un nom. Un nom, le nom, soi-disant, ça n'a rien à voir avec l'emplacement du service ou de l'application, parce qu'il y a un système de nommage qui, euh, qui joue le rôle d'intermédiaire, voilà, d'intermédiaire entre l'utilisateur et le service, voilà, et le service ou bien le système distribué. Et donc, l'utilisateur utilise uniquement un label, un nom, pour accéder à un système. Voilà. Et le service de nommage, c'est lui qui va, bien sûr, rediriger la requête de l'utilisateur vers le bon endroit. Bien sûr, pour réaliser ça, bien sûr, il faut connaître exactement l'architecture du réseau. Bien sûr, vous avez à l'avance les connaissances de base, c'est-à-dire les connaissances nécessaires de l'architecture. Vous avez quand même l'architecture devant vous et vous voulez déployer un tel système, voilà, pour rendre la localisation transparente. Le partage. Le partage, c'est presque, bien sûr, toujours la même chose. Tous ces points sont liés, hein, les uns aux autres. Voilà, les uns aux autres. Donc, l'accès concurrent à la ressource. Voilà. Parce que quand on dit l'accès concurrent à la ressource, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous avez un partage. Un partage, c'est-à-dire les utilisateurs, plusieurs utilisateurs peuvent demander cette information, cette ressource en même temps. En même temps, je dis en même temps. Et peut-être avec plusieurs droits d'accès en même temps aussi.
Le premier accède en lecture pour afficher, l'autre accède en modification, et l'autre peut-être il voudrait même un contrôle total pour, quand on dit contrôle total, juste une information, entre parenthèses, c'est-à-dire faire la différence entre, bon, la lecture c'est simple, c'est l'affichage. Vous avez une application, vous voulez accéder à cette application, avoir le service, mais vous avez le droit uniquement, c'est-à-dire d'afficher les informations. Bon, c'est clair. Afficher tant que je ne peux pas modifier. Mais celui qui a le droit de d'écrire, donc il peut modifier. Et parfois on dit contrôle total. Le contrôle total, il peut aussi modifier. Mais est-ce que le droit d'écriture et le contrôle total sont les mêmes? C'est-à-dire, le fait de dire écriture, c'est contrôle total. Et contrôle total, automatiquement, écriture. Donc, c'est juste entre parenthèses, je vous donne cette information parce qu'à chaque fois, je dis contrôle total, écriture pour faire la différence. Voilà. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Écriture, il peut modifier. Voilà. Il peut modifier, je vous donne un exemple, un fichier par exemple. Donc, il peut modifier les champs voilà, de fichiers par exemple. Par contre, le contrôle total, en plus, il peut modifier. Et en plus, celui qui a le contrôle total, il peut aussi modifier les droits d'accès à ce système. D'accord? Si moi j'ai le contrôle total, donc je peux, et vous avez par exemple la lecture seule, parce que moi j'ai le contrôle total, je peux vous attribuer le droit d'écriture. D'accord? Je peux par exemple modifier vos droits d'accès, parce que j'ai le contrôle total. Donc je peux modifier les droits d'accès des autres utilisateurs qui ont le droit d'accéder à ce site. Voilà donc la différence. Donc voilà, le partage, la transparence du partage doit garantir qu'il y a plusieurs utilisateurs qui accèdent en même temps à cette ressource et avec plusieurs droits d'accès. Donc, doit gérer ça d'une manière transparente, pardon, par rapport à l'utilisateur. On trouve ça, par exemple, dans les bases de données réparties. Hein. Vous avez une base de données répartie sur plusieurs sites. Voilà. Et plusieurs utilisateurs y accèdent en même temps à cette base de données avec plusieurs droits d'accès. Voilà. Donc, il faut gérer ça. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que vous, normalement, vous n'êtes pas censé uniquement de développer des applications, c'est-à-dire à utiliser sur Internet uniquement. Vous pouvez même développer des systèmes pour faciliter le déploiement des autres applications. Par exemple, vous pouvez travailler sur les systèmes, par exemple, de gestion de base de données. Les systèmes de gestion de base de données, voilà, c'est des systèmes répartis. C'est des systèmes qui doivent être déployés sur une architecture réseau. Voilà un exemple aussi d'accès à une ressource partagée. Ouais. Et vous devez rendre aussi l'accès transparent quand vous avez, par exemple, un objet distribué. Vous avez partagé cet objet que les autres peuvent l'utiliser, même pour les autres développeurs peuvent l'utiliser. Voilà. Donc, il faut bien sûr rendre l'accès à cet objet euh, transparent le maximum possible parce que l'objet, il peut avoir plusieurs méthodes, hein, enchaînées dans un ordre, bien sûr, X ou Y. Donc, il faut bien sûr rendre transparent l'accès à cet objet parce que l'objet, il y a plusieurs méthodes. Il faut que l'utilisateur ne sache pas qu'il y a, par exemple, plusieurs méthodes. Il accède, mais après, l'enchaînement, c'est transparent par rapport à l'utilisateur. Voilà. La réplication,
La réplication, donc c'est créer plusieurs copies de votre système. Voilà. Plusieurs copies existantes dans l'architecture. Les copies, ou bien la réplication a été utilisée pour résoudre le problème de tolérance aux pannes. Voilà. Donc, pour garantir la continuité du service. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, si moi j'utilise une copie, je suis en train d'utiliser, par exemple, une copie parmi les copies disponibles. À un moment donné, la copie que j'utilise tombe en panne. Voilà. Donc, automatiquement, le système doit, c'est-à-dire réagir d'une manière rapide et intelligente pour me garantir la continuité de service. Et donc, je dois être connecté sur une autre copie disponible, mais c'est transparent pour moi. C'est-à-dire, moi, normalement, je ne dois pas sentir qu'il y a un problème. Voilà, qu'il y a un problème. Automatiquement, il y aura un basculement vers une autre copie disponible. Voilà. C'est ça la transparence de réplication. C'est-à-dire, il faut faire, euh, c'est-à-dire tout un travail qui doit se faire à l'avance, hein, à l'avance. Le rodage, et les configurations nécessaires, etc. Donc, ce système qui prend en charge, c'est-à-dire la disponibilité de ce service, voilà, doit prendre en considération tout ça à l'avance. C'est ça les applications réparties. C'est ça les systèmes qui doivent être déployés sur les réseaux. Ça doit fonctionner de cette manière. Voilà, c'est toujours la transparence sur panne. Quand on dit réplication, les réplications se font pour deux choses. Pour résoudre le problème de panne et pour aussi, peut-être, pour la charge. Pour la charge, hein, pour l'équilibrage de la charge, hein, d'accord, pour, c'est-à-dire ne pas concentrer toutes les requêtes, toutes les demandes sur une seule copie, sur un seul serveur, mais ils doivent être répartis sur plusieurs copies, sur plusieurs serveurs. Voilà. Donc, euh, quand on dit donc la transparence du panne, c'est-à-dire il y a un système de réplication, voilà, qui fonctionne. S'il y a un panne, automatiquement, voilà, euh, pardon, s'il y a une panne, automatiquement, donc il y aura un basculement vers un autre une autre partie qui fonctionne. Donc, voilà, une autre partie du système qui fonctionne bien. Et ça doit se faire d'une manière rapide et transparente par rapport à l'utilisateur. La transparence de la migration, comme je vous ai expliqué, voilà, la migration euh, peut être euh, se fait euh, par exemple quand on voudrait migrer dans votre architecture, dans votre application, il y a plusieurs nœuds. Vous voulez migrer un nœud vers un autre nœud, voilà. Donc la migration d'un nœud vers l'autre nœud, bien ce nœud vers un autre emplacement, bien ce nœud qui s'exécute sur un serveur physique vers un autre serveur physique doit se faire d'une manière aussi transparente par rapport à l'utilisateur. D'accord? C'est ça la migration. Donc, le déplacement d'un service, voilà, vers un autre serveur. Vous avez remarqué que, voilà, le service qui se trouve sur ce serveur, le serveur ne supporte pas. Après, peut-être, vous avez fait un calcul d'une manière automatique. Donc, vous avez rendu compte que, c'est-à-dire, ce service sera bloqué grâce aux contraintes physiques. Donc, vous devez migrer ce service vers un autre serveur, vers un autre serveur physique, d'une manière, voilà,
c'est-à-dire dynamique et transparente par rapport à l'utilisateur. Voilà, généralement la migration. La migration, c'est ça. Sinon, vous voulez, par exemple, quand on dit migration, il y a autre chose. Vous avez un système et vous avez développé une autre version de système. D'accord? Et vous voulez migrer, voilà, euh, les anciens utilisateurs qui utilisent le service, l'ancien service, hein, l'ancienne version par exemple, et les données de l'ancienne version vers la nouvelle version. Voilà, c'est une migration vers l'ancien, vers la version, par exemple, numéro 2, vers la version numéro 3. Voilà. Donc, la migration doit se faire d'une manière, c'est-à-dire transparente par rapport à l'utilisateur. Quand on dit transparence, c'est-à-dire vous devez garantir la continuité de service. C'est ça. On ne doit pas bloquer le système pour faire une opération. C'est ça ce que vous devez, c'est-à-dire, vous devez retenir que il faut éviter le blocage du système pour faire telle ou telle opération. D'accord? Il faut faire des opérations, comment dirais-je, à chaud. C'est-à-dire, malgré que le système il fonctionne, il y a des transactions, etc., mais on peut faire l'opération sans perte de données, etc., voilà, et transparent par rapport à l'utilisateur. La charge, la charge, on sait, quand on dit la charge, c'est-à-dire l'équilibrage de la charge, doit se faire d'une manière transparente par rapport à l'utilisateur. C'est transparent pour moi. Est-ce que je suis en train d'utiliser le serveur A ou bien le serveur B? C'est transparent. Pourquoi? Parce que avant d'arriver au serveur A ou B, il y a, il y a un autre composant, si vous voulez, une autre couche, hein, logicielle, hein, parce qu'on parle des applications, une autre couche, voilà, qui reçoit ma requête, voilà, et selon les informations d'accès, euh, de demande de service, voilà, ma requête sera orientée vers le serveur A ou bien le serveur B. Mais pour moi, il existe un seul serveur ou bien 100 serveurs ou bien un serveur, c'est caché pour moi, c'est transparent pour moi. L'essentiel, c'est que quand je clique, j'aurai la réponse. C'est ça. C'est ça. Et ça, bien sûr, nécessite de mettre en place bien sûr, des systèmes qui doivent garantir cette fonctionnalité. La transparence à l'échelle, comme je vous ai expliqué, si vous voulez soit ajouter quelque chose un nouveau module à votre système, voilà, pour extenser le système, voilà. Donc, l'ajout de ce module se fait d'une manière transparente. Hein. Si vous voulez ajouter carrément un nœud dans votre c'est-à-dire architecture, donc l'ajout de ce nœud se fait d'une manière automatique. Et d'abord, l'architecture distribuée nous donne cette fonctionnalité, c'est-à-dire il y a cette possibilité. Vous pouvez faire cette possibilité. C'est ça l'avantage. Parmi les avantages des applications distribuées ou bien des systèmes distribués, c'est qu'on peut, c'est-à-dire, c'est-à-dire faire ces extensions d'une manière rapide et facile. Voilà. Ajouter, parce qu'au début, conçu euh, on a fait une conception de telle sorte que l'application, c'est-à-dire est extensible. À n'importe quel moment, on peut ajouter voilà, des modules, que ce soit l'application, ou bien que ce soit dans l'architecture, ajouter carrément un nouveau nœud, voilà, dans l'architecture. Maintenant, je vais voilà, on va terminer par cette par exemple, application distribuée d'un jeu, hein, d'un jeu. Par exemple, voilà, le contexte, c'est les, les joueurs sont considérés comme des nœuds du réseau, voilà.
contiennent bien sûr de l'information commune. Voilà. Donc, vous avez plusieurs joueurs. Les joueurs doivent bien sûr avoir des informations communes. Voilà. Mais le problème, ces informations sont réparties, hein. C'est-à-dire, ne sont pas centralisées sur un endroit. Voilà. Donc, chaque joueur, par exemple, a une grille de jeu, a une grille de jeu. Voilà. Et ils doivent gérer cette grille de jeu et, bien sûr, communiquent grâce à un message de communication. Donc, les joueurs communiquent entre eux, bien entre l'application client et l'application serveur à travers des messages. Voilà. Il y a des informations réparties, mais ces informations sont euh, quand même communes. Chaque joueur, par exemple, modifie sa grille de jeu. Voilà. Il peut modifier sa grille de jeu et bien sûr son message. Voilà. Voilà, il peut envoyer son message, modifier le message et envoyer le message. Voilà donc les composants du système. Voilà les composants du système. Maintenant, on voudrait mettre une conception pour réaliser ce système. D'accord? D'accord? Voilà, on voudrait réaliser ce système. Voilà, il y a les trois points, il y a les quatre points, les trois points. Voilà, maintenant, on va penser à peut-être un petit design pour réaliser l'application. Voilà, le dernier point, tous les joueurs connectés sont mis à jour par propagation de citeurs de l'objet. Hein, les citeurs de l'objet, donc c'est les nodes du réseau. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, C'est-à-dire, quand il y a un joueur, le joueur doit connaître qu'il y a par exemple un joueur. Quand un joueur quitte, voilà, cette information doit être propagée aux autres. Quand un nouveau joueur rejoint donc le système, les autres joueurs doivent bien sûr avoir cette information. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, tous les joueurs connectés sont mis à jour par la propagation des citeurs de l'objet. Voilà, un nœud du réseau. Voilà, et c'est la grille et le message. D'accord. Donc, il y en a dans ce système, il y en a deux ou trois informations vraiment importantes. Donc, un, c'est le nœud, c'est le joueur. Voilà. Le joueur manipule une grille et un message. Voilà donc les notions de base. Donc, il faut, à partir de cette, bien de ces données, penser à une conception. D'accord? Pensez à une conception pour réaliser votre système. D'accord? Votre système. Voilà, maintenant, la compenser. Et comment réaliser ce système? Une grille pour chaque joueur. Voilà. Et après, le joueur, il peut bien sûr communiquer avec un message avec les autres utilisateurs. Il y a des informations réparties et quand même des informations communes. Voilà. Mais ces informations réparties ne sont pas centralisées. Voilà. Il faut bien sûr mettre un design, une conception, voilà, avant de commencer la réalisation. Il faut concevoir, mais toujours un bon développeur, peut-être au début, au début, pour un bon concepteur, hein, qui fait les conceptions des solutions, il doit bien sûr, au début, c'est-à-dire au départ au début de son expérience, il doit être un développeur, mais pendant une période. Parce que pour connaître bien le domaine, et à un moment donné, il devient uniquement un concepteur. Un concepteur, c'est au niveau. C'est-à-dire uniquement, il donne les idées, il donne c'est-à-dire les, les conceptions, hein, la proposition de la solution, et après, il y a toute une équipe qui développe.
Il peut même, par exemple, séparer le, le système à développer en plusieurs parties et chaque équipe développe une partie. C'est ça le plus important. C'est ça le plus intéressant pour vous. Il faut être un concepteur, pas un simple développeur. Voilà. Maintenant, vous avez ce problème. Il faut penser à une solution, voilà, pour réaliser, voilà, voilà ce qui a été demandé. Voilà. Je veux donc peut-être une solution. Voilà. Sûrement, vous pouvez proposer plusieurs solutions. Il n'y a pas une seule solution. Voilà. Voilà, regardez. Regardez cette, à peu près ce design, hein, pour réaliser cette application. Hein. Donc, au début, vous avez le A, le B, le C et le D. Voilà les quatre composants. A, B, C et D. Donc, il y a des choses, peut-être qu'on ne connaît pas pour le moment, mais après, on va l'étudier comme les RMI, par exemple. Hein. Ça, on voit ici, RMI, le port, etc. C'est un adaptateur RMI. Voilà. Voilà, regardez. Le A, c'est quoi? C'est le client. Alors, le A, c'est le client d'un joueur, d'un joueur. Voilà. Pardon. Donc, vous avez le client d'un joueur. Regardez. Voilà. Vous avez le, le composant B, c'est le middleware, c'est le RMI. D'accord? C'est ça le RMI, c'est un middleware pour cacher l'architecture réseau par rapport aux utilisateurs. Voilà le joueur. Le joueur, vous devez bien sûr développer, utiliser ce middleware pour cacher, voilà, interfacer avec la partie réseau, tous les autres utilisateurs. Voilà. Et le C, c'est quoi? Le C, c'est le nom du réseau. Voilà, c'est l'état du jeu. Hein. Voilà, c'est l'état de jeu. Voilà, pour chaque utilisateur, on doit bien sûr créer il a un état de jeu. Voilà. Et dès le service de nommage, hein, le service de nommage, c'est-à-dire chaque utilisateur demande de rentrer en jeu, donc on va lui donner un nom. Donc on doit utiliser un système de nommage pour nommer les utilisateurs. Voilà. Voilà donc les quatre composants. Après, ce qu'il reste, c'est de gérer les communications entre les différents composants. Voilà, c'est les messages envoyés, les messages reçus, etc. Par exemple, je vous explique le 1. Le 1, donc via le client, voilà, via le client, l'état de jeu d'un joueur évolue. Donc, valeur de la grille et valeur du message. C'est-à-dire, la, la communication entre l'utilisateur à travers l'interface et l'état du réseau se gère à travers ce message. L'utilisateur il peut envoyer, bien sûr, il clique sur la grille, voilà, voilà,
Voilà, envoyer. Dès qu'il clique, par exemple, il y a un message qui va être envoyé, ainsi de suite. Et même, il reçoit, par exemple, les autres états des autres utilisateurs. Et ainsi de suite. Voilà, donc peut-être on aura l'occasion de revenir à expliquer soit cette application ou bien ce genre d'application soit dans le Tipeee, soit dans les cours qui vont venir. D'accord? De toute façon, je vais vous envoyer le support du premier chapitre et aussi, c'est-à-dire ce diapo et le vidéo enregistré. Est-ce que vous avez enregistré le vidéo ou bien je dois vous l'envoyer?